Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo top, oui on va dire ça, top. En tout cas j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, puisque le mois d'avril c'est le mois d'avril autour de la SF, challenge proposé par l'instagrammeuse Céline Lecture, challenge auquel je participe. J'ai eu envie de vous présenter mes romans de science-fiction préférés. Alors petit disclaimer, bien évidemment, je n'ai pas lu tous les livres de science-fiction qui existent. Il y a même énormément de grands classiques que je n'ai jamais lus. Je n'ai jamais lu Hyperion, par exemple. Voilà. J'ai également lu pas mal de classiques, mais je les ai lus pour certains il y a des années, donc j'aimerais les relire vraiment pour savoir s'ils font vraiment partie de mes favoris ou pas. Et donc là, j'ai fait une sélection de 4, 6, 7, 8, 9 titres qui sont dans ma bibliothèque, qui sont pour certains depuis plusieurs années. Certains dont je ne vous ai jamais parlé sur cette chaîne, des titres que j'aime d'amour. Et voilà, du coup, je me suis dit que j'allais vous les présenter. Alors, j'ai utilisé le mot top, je ne sais pas si c'est l'intitulé que je mettrai dans la vidéo. J'ai pas forcément fait de classement, sauf pour 3 d'entre eux, qui ont été à la lecture des énormes coups de cœur. Donc ce sont les seuls que je laisse vraiment un petit peu à part, que je vous présenterai à la fin. Ceux que je vais vous présenter en premier, ce sont des titres que j'aime beaucoup, donc je vais essayer de ne pas répéter tout au long de cette vidéo. J'aime, j'adore, lisez-le, voilà, je vais essayer. On va démarrer par un titre qui est plutôt en young adulte. Un auteur que j'aime beaucoup, même si c'est pas vraiment pas du tout sa série la plus connue. J'aime énormément la série de 4 tomes, Les Fragmentés de Neal Shusterman. Donc là, moi j'ai la version qui a été publiée chez MSK, Le Masque. C'est une série qui est en 4 tomes, comme je viens de le dire, dans laquelle on imagine un univers dystopique dans lequel les parents peuvent, s'ils le souhaitent, jusqu'à l'âge de 16 ans, si je ne me trompe pas, fragmenter leur enfant pour tout un tas de raisons, sur tout un tas de conditions. Hein. J'avais déjà, quand j'avais entendu ce résumé, j'avais trouvé l'idée assez folle. C'est-à-dire, en gros, vous pouvez décider de 0 à 16 ans, même jusqu'à 15 ans et 11 mois, de quelque part vous débarrasser de votre enfant parce qu'il ne correspond pas à ce que vous attendiez de lui, parce que vous avez un niveau d'exigence et qu'il ne l'atteint pas, parce qu'il est différent de l'enfant que vous auriez aimé avoir, parce qu'il a mal tourné. Je trouvais cette idée assez folle, assez incroyable, et je voulais voir comment un auteur allait l'utiliser. Et alors Neal Shusterman, surtout dans ce premier tome qui est clairement pour moi le meilleur tome de la série, c'est un tome incroyable dans lequel vous allez découvrir ce qu'est la fragmentation. Vous allez suivre cette histoire à travers 4 adolescents qui vont avoir des chemins et des liens différents avec la fragmentation. J'ai adoré ce tome, même si parfois il est assez dur, notamment sur la fin. Je l'ai trouvé très touchant, très émouvant. C'est une série que j'aime bien, voilà, j'ai les 4 tomes dans ma bibliothèque. Sur 4 tomes, je reconnais que parfois il y a quelques lenteurs, mais ce premier tome, franchement, si vous avez l'occasion de lire, ne serait-ce que celui-ci, franchement, allez-y, franchement, allez-y. Alors, j'ai hésité à vous le présenter parce que je crois que c'est une série qui n'est plus éditée, il me semble, vous pouvez éventuellement la trouver en occasion. Tous les tomes ne sont pas sortis en poche non plus. Moi j'avais un peu galéré à trouver la série, mais franchement c'est en tout cas un one shot, pas du tout, un premier tome que j'avais trouvé assez exceptionnel. Voilà. Neal Shusterman, il est un peu plus connu, on va dire, pour La Faucheuse notamment. J'ai Dry aussi dans ma bibliothèque, voilà. Et c'est vrai que depuis que j'ai lu Les Fragmentés, j'ai tendance à essayer de lire à peu près tout ce qu'il sort. Je trouve qu'il a des idées assez dingues, voilà. C'est catégorisé young adulte, plutôt young adulte, effectivement, je confirme. Le reste sera plutôt de l'adulte. Un roman post-apocalyptique que j'avais juste adoré, c'est celui-ci, L'Évangile cannibale de Fabien Clavel. C'est publié chez Helios dans la collection Poche. Ici, c'est donc un post-apocalyptique, hein, comme son nom l'indique. Des zombies sont en train d'envahir l'ensemble de la Terre. Je crois qu'on est à Paris, c'est ça. Et petite particularité, on va suivre le personnage que vous avez ici. Au moment où l'histoire démarre, il est dans un EHPAD qui s'appelle Les Mûriers. Et on va suivre donc lui, notre petit vieux à la retraite, hein, ainsi qu'également tout un groupe de petits vieux qui vont essayer de survivre dans cet univers de zombies avec les problèmes qu'on a quand on a son âge, hein, voilà. On a du mal à se déplacer, on a besoin d'aller faire pipi, enfin
Voilà, j'avais adoré ce tome. Juste trigger warning, il y a une scène à un moment qui m'a beaucoup dérangée. Je trouve ça dommage parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette scène, ça aurait été probablement parmi mes romans post-apo vraiment préférés. Et autre petit avertissement, le personnage que vous suivez ici, c'est un sale type. Hein. C'est pas un gentil, il va pas essayer de sauver tout le monde, il va d'abord essayer de sauver sa peau et éventuellement de temps en temps, il va filer un coup de main aux autres, mais c'est presque par accident. C'est un one-shot post-apo zombie que j'avais juste adoré. Un autre titre, alors là on va être peut-être plutôt, celui-là je sais que je vous l'ai présenté l'année dernière, je crois que je l'avais lu d'ailleurs pour avril autour de la SF, c'est celui-ci, c'est La Guerre Olympique de Pierre Pelot, c'est une vieille édition de chez Folio SF, on est dans un univers, on pourrait presque dire dystopique, hein. Alors je sais pas s'il y a l'année, on est dans le futur, ça c'est certain, on est en 2222, c'est ça, donc peut-être plutôt anticipation, bref, je sais pas trop dans quelle case le ranger. En tout cas, c'est de la SF, c'est certain. Donc on est dans ce futur dans lequel les États, les nations ne se font plus la guerre. En tout cas, pas de manière traditionnelle. Ils ont trouvé une solution pour arrêter de s'entretuer. Je crois que c'est tous les 2 ans, ils font les Jeux Olympiques modernisés, c'est-à-dire que chaque nation envoie un groupe de ses propres champions pour battre les autres pays, sauf que à chaque épreuve, il y a des gens qui meurent tout simplement, et le gagnant ultime, voilà, va remporter un prix incroyable. On est dans l'anticipation, bien évidemment, on va découvrir tout ce qui est, il y a de la manipulation, il y a de la colère, il y a de la rage, il y a qu'est-ce que font les nations pour essayer de gagner hein, cette guerre olympique, puisque bien évidemment, il y a en gros deux camps qui s'affrontent, on va dire les gentils et les méchants, entre guillemets. Pas tout à fait ça, mais en gros, vous avez compris l'idée. Et en gros, si vous gagnez la guerre olympique, la nation adverse va voir, alors je sais plus combien de centaines de milliers de personnes, de ces assassins, qui vont mourir instantanément grâce à une puce qu'ils ont implantée dans leur corps. C'est très déstabilisant parce qu'on se dit que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Voilà, on pourrait avoir des nations qui choisissent d'en arriver à cette extrémité. Ça leur permet de ne pas faire la guerre, ça leur permet de se débarrasser des prisonniers gênants ou même des opposants politiques parfois, vous imaginez bien. Un one-shot que j'avais adoré, alors là, à nouveau, vous pouvez plus le trouver neuf, je ne crois pas, il est trouvable d'occasion, et moi j'avais adoré. Vraiment, c'était une excellente lecture. Un autre titre, celui-là, vous allez pouvoir le trouver très facilement. C'est un roman. Alors, je suis étonnée, il me semblait qu'il avait eu un prix, mais peut-être qu'au moment où il est sorti, le prix n'était pas indiqué sur la 4e. C'est celui-ci, c'est L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu. C'est une novella publiée dans la fameuse collection Une heure lumière du Bélial. Hein. Voilà, si vous voulez découvrir la SF, je ne peux que vous recommander de découvrir cette collection, majoritairement des titres SF. Il y a également du fantastique, mais c'est majoritairement de la SF. Ici, on va être dans un futur proche, alors on n'a pas l'année, donc on est peut-être plutôt dans l'anticipation à nouveau, où on a 2 scientifiques qui arrivent à mettre au point une méthode, un procédé qui permet de retourner dans le passé. Par contre, vous ne pouvez y retourner qu'une seule et unique fois, pas une deuxième. Si une personne y va, aucune autre personne ne pourra jamais retourner dans le passé à ce moment précis. C'est une novella qui m'avait beaucoup touchée. On va aborder notamment quelque chose qui s'est passé en 1932 en Chine, un événement que je ne connaissais pas déjà, c'est une première chose. Et puis également cette novella, elle met aussi en avant l'importance du devoir de mémoire et l'importance aussi du fait que quand on a des gens qui décèdent et qui ont vécu des événements traumatisants ou des événements historique, à chaque fois on perd un petit peu d'émotion déjà, puisque bien évidemment, imaginez-vous que si quelqu'un de votre famille vous raconte un événement, vous allez être parfois beaucoup plus touché que si vous voyez un événement qui est raconté à la télévision. L'impact émotionnel et l'investissement personnel et intellectuel, il n'est pas tout à fait le même. Et puis, vous perdez aussi un pan d'histoire à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'en va. Et le devoir de mémoire, il est extrêmement important. Dans cette novella, on s'en rend vraiment tellement compte. Et l'importance aussi d'avoir les gens qui continuent à raconter les choses, à dire ce qu'ils ont vécu. C'était formidable. C'est une novella... on est parfois à la limite de l'historique quand même hein, avec cette novella. Donc si vous êtes amateur d'historique, je pense que c'est parfait pour vous initier à la science-fiction, ou en tout cas découvrir, puisque le voyage dans le temps, il est presque un prétexte voilà, pour aborder d'autres choses. C'est une novella formidable. J'ai lu d'autres choses de Ken Liu et pour le moment, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Un roman que j'ai lu, qui est un roman incroyable, un roman
qui m'avait énormément marqué à la lecture, The Pavas. Hein. Je ne pouvais pas ne pas mettre La Horde du Contrevent de Alain Damasio, dans une vieille édition de chez Folio SF. Alors celui-ci, vous pouvez le trouver dans une version beaucoup plus récente que celle-ci. On est dans le futur, on ne sait pas à quelle époque, on ne sait pas où vraiment où on est. On va suivre, on est sur une planète qui a été dévastée, une planète qui est balayée par des vents en permanence, des vents qui empêchent l'humanité de réaliser beaucoup de choses. Il y a des vents tellement forts qu'ils détruisent également beaucoup de choses. Et on va suivre un groupe de personnages qui va avoir pour objectif de remonter le vent pour essayer d'arriver à la source du vent, essayer de comprendre et de découvrir ce qu'est ce vent, pourquoi est-ce qu'il souffle et est-ce qu'il est possible de l'arrêter. Ce groupe qu'on va suivre, on va les découvrir hein, tout au long de ce roman. C'est pas le premier à avoir tenté. Il y a beaucoup de groupes qui ont été constitués avant et qui ont essayé et qui n'ont jamais réussi, soit qui ont abandonné, soit qui sont morts. Le groupe qu'on va suivre, il est formé, comme tout un tas d'autres groupes d'ailleurs, parce qu'on va en rencontrer d'autres, formé depuis l'enfance pour des capacités vraiment très particulières. C'est un roman qui est exigeant, vraiment, dans l'écriture, vraiment, dans la construction de l'histoire aussi par moment. Alors il faut savoir que c'est un roman qui est paginé à l'envers. Hein. On démarre page 698 ici, ça c'est la première des choses. Et puis ensuite, c'est un roman, quand vous allez avoir les personnages qui composent le groupe, la Horde, voilà, d'où l'intitulé La Horde du Contrevent. À chaque personnage va être assigné un petit symbole, voilà, un symbole que vous avez ici, donc au début c'est pas forcément évident. Et en fait, l'histoire va nous être racontée à chaque fois par l'ensemble des personnages, et au début de chaque chapitre, quand il y aura un changement de point de vue, vous aurez un nouveau symbole. Donc c'est vrai qu'au début, il faut un peu de temps aussi pour se familiariser avec cette structure, pour découvrir qui parle. C'est vrai qu'au début, on va se référer énormément hein, au lexique de présentation des personnages du début, parce qu'au début, voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un roman qui est exigeant sur le fond du texte. L'écriture en elle-même de l'auteur, elle n'est pas forcément évidente à appréhender. Je le recommande clairement pas à des gens qui n'ont jamais lu de science-fiction ou qui n'ont même jamais lu de fantasy. Je pense que c'est un roman qui est abordable notamment pour des lecteurs de fantasy qui sont habitués à avoir des constructions d'univers spécifiques. Si vous ne lisez que du contemporain ou que du thriller, faut pas démarrer la SF par l'ordre du Contrevent, pas du tout. Hein. Par contre, si vous lisez de la fantasy, c'est tout à fait envisageable, hein, puisque moi je l'ai lu et je ne suis pas une grande lectrice de SF. Il faut accepter de se laisser emporter par le texte, il faut aussi accepter parfois d'être un peu perdu sur certaines choses. Il y a notamment à un moment une joute verbale qui va avoir lieu entre deux personnages. Alors j'avoue que c'est pas la partie qui m'a la plus passionnée, mais j'ai trouvé ça d'un point de vue linguistique et d'écriture assez incroyable, voilà. Donc voilà, il y a parfois des choses où vous allez être un peu paumé, mais il faut accepter de se laisser porter. Voilà, Alain Damasio est un personnage, vraiment un personnage. Il est très loin de faire l'unanimité, hein, de par un certain nombre de ses prises de position personnelles. Mais La Horde du Contrevent, c'est vraiment un texte incroyable qui vaut vraiment le coup d'être découvert au moins une fois. Voilà, moi il est encore dans ma bibliothèque, je sais que je le relirai peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, je sais pas, mais en attendant, il est là, il est à la maison. Et à chaque fois que je regarde ce texte, je me dis, t'en liras jamais d'autres des comme ça. Je sais pas si c'est vrai, mais à chaque fois que je le vois, je me dis, quel bouquin, franchement, quel bouquin. Et j'ai donc gardé les 3 meilleurs, alors meilleurs, on va dire mes 3 chouchous plutôt, pour des raisons assez différentes finalement. Hein. Donc le premier titre, alors je vous cache pas que je l'ai acheté, que je l'ai acheté exprès pour cette vidéo parce que je ne l'avais pas dans ma bibliothèque, que c'est un titre que j'ai lu, qu'on m'avait prêté, et que je m'étais toujours dit, Stéphanie, il faut que tu l'aies dans ta bibliothèque, il faut que tu le relises. Je ne l'avais jamais fait, et quand j'ai eu envie de faire cette vidéo de titre de science-fiction dont j'avais envie de vous parler, de vous reparler, je pensais à ce titre et je me dis, celui-ci, il faut qu'il soit à la maison et ça te donnera une bonne occasion de le relire. Je me suis acheté et j'ai envie de vous parler de la stratégie Ender de Orson Scott Card que j'ai dans cette très jolie édition de chez J'ai lu. Alors la stratégie Ender, c'est le premier tome de la série, alors je crois que c'est Xenogears, peut-être que je dis des bêtises mais il me semble que c'est ça. Non, ça s'appelle le cycle Ender, le cycle d'Ender tout simplement. Donc c'est une série en 4 tomes où on va suivre le personnage d'Ender. Donc Ender, en fait c'est Andrew Wiggin, Ender c'est son surnom.
À nouveau, on est dans un univers futuriste, un space opéra où la Terre est attaquée régulièrement par des créatures qui viennent de l'espace. Ils attaquent la Terre très très régulièrement. Et pour combattre ces créatures qui attaquent, on forme des enfants, des adolescents en fait, à des techniques de combat, à des techniques également de stratégie militaire. Et Ender est un enfant surdoué en fait qui va être détecté très jeune comme étant tout à fait capable d'intégrer voilà, cette école, cette école pour devenir un militaire, un soldat, un pilote. On ne sait pas trop au démarrage de l'histoire, mais en tout cas, il est détecté comme ayant le potentiel pour affronter ces créatures extraterrestres. Et donc, c'est plus ou moins un roman d'apprentissage, parce il va être envoyé dans une école et il va donc apprendre, il va franchir les étapes, on va progresser avec lui, il va se confronter aux autres. Quel roman! C'est un roman pareil, comme La Horde du Contrevent, un roman qui m'a embarqué, un roman formidable. Je me suis attachée très vite au petit Ender. On va le suivre pendant plusieurs années. Il va grandir dans cette école. Ils vivent entre eux complètement cloisonnés. Ils doivent apprendre énormément de choses, notamment tout ce qui est lié aux différents types de stratégies. Il a un quotient intellectuel très élevé, mais dans cette école, dans ce lieu dans lequel ils apprennent, ils sont nombreux dans ce cas-là. Et puis en fonction de leurs capacités, ils vont être identifiés pour obtenir, pour être positionnés sur certains postes et pas d'autres. Franchement, j'ai adoré ce texte. Voilà, prix Hugo. Je ne suis pas à même de dire si c'est mérité ou pas, qui mérite d'avoir un prix Hugo ou pas. En tout cas, moi, je sais que celui-ci, c'est un sacré titre. Je suis ravie de le voir réintégrer ma bibliothèque grâce à cette vidéo. Et puis du coup, il va réintégrer ma palle. Voilà, je vous le présenterai en book haul bientôt. Ce titre va réintégrer ma palle. Je le relirai avec grand plaisir. J'avais également lu le tome 2, qui est beaucoup plus gros, qui n'est pas du tout dans le même esprit que le tome 1. Et voilà, moi, Strategy Ender, c'est un chef-d'œuvre. J'ai vu le film. Lisez le roman. Lisez le roman. Le film est pas mal sur certains points, mais comme souvent, malheureusement, je trouve que le film va trop vite et passe sous silence certaines parties, certaines relations entre les personnages. Et voilà, lisez La Stratégie Ender. Franchement, c'est un roman formidable. Mes deux chouchous, alors je pense que certains ont deviné quels sont mes deux chouchous. Allez, je vais commencer par celui pour lequel, à mon avis, c'est le plus évident. Un de mes romans de science-fiction chouchou, une de mes séries chouchoutes, c'est Red Rising de Pierce Brown, publié chez Hachette. Combien de fois vous ai-je dit que j'aimais cette série, que c'est... j'adore cette série. Elle démarre un peu comme le premier tome vous fera un peu penser, je pense, à Hunger Games par certains points, mais un Hunger Games beaucoup plus dur. Voilà, si déjà vous aviez trouvé que pour Katniss c'était compliqué, je vous assure que pour Darrow, c'est pas mal non plus. Si jamais vous vivez dans une grotte ou si vous n'avez jamais vu de vidéo sur ma chaîne et que vous ne connaissez pas Red Rising, c'est l'histoire de Darrow, un jeune garçon qui vit sur Mars. Il est un rouge, puisque dans ce monde futuriste, la population est découpée en différentes catégories. Darrow est un rouge, c'est-à-dire qu'il fait partie de la caste la plus basse qui existe. Il est sur Mars et son job, c'est de terraformer, de travailler pour que la planète puisse être habitable, bien pour les générations futures. Darrow, c'est pas un gars compliqué. Voilà, Darrow, il veut pas d'histoire, il veut vivre sa vie tranquille. Malheureusement, il va se passer quelque chose qui va bouleverser complètement tout son univers. Tout va être complètement remis en question. Et il va se retrouver mêlé à une histoire où on va lui demander d'intégrer les Ors. Donc les Ors, pour le coup, c'est l'élite de la société dans cet univers. Et pour ce faire, il va devoir affronter beaucoup d'obstacles. Voilà. Je vous en ai dit très peu. Si vous avez lu le premier tome, vous avez compris qu'il y a des choses que je n'ai pas dit volontairement. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de découvrir Red Rising en sachant finalement très peu. Juste ça. Parce que moi, quand je l'ai lu, il y a énormément de choses que j'ai découvert et que j'ai trouvé top. Si tout va bien, normalement, j'aurai relu le tome 1 à la fin de ce mois. J'ai hâte et en même temps, j'ai très peur. C'est une série chouchoute. Il y a de l'action, des personnages extrêmement attachants. Pour du young adulte, je pense qu'on est quand même à la limite de l'adulte, parce que dans ce tome-ci, et dans les tomes suivants d'ailleurs, il se passe vraiment des choses qui sont assez horribles, des trigger warnings, attention si vous êtes sensible sur les violences sexuelles.
sur les meurtres, sur tout un tas de choses. Ne lisez pas Red Rising. Franchement, il y a des parties qui sont vraiment difficiles à lire par moments. C'était génial, lisez Red Rising. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Et le dernier roman que j'avais envie de mettre en avant, c'est un roman, je pense que j'en ai parlé l'année dernière, hein, celui-ci, c'est un roman que j'ai lu pendant le confinement en 2020, et mais quelle claque, mais quel coup de cœur, mais quel roman formidable. Je vois derrière qu'il a eu 3 prix, le Grand Prix de l'Imaginaire en 2001, le prix Bob Moran en 2000 et le prix Bob Moran prix spécial en 2008. Des milliards de tapis de cheveux d'Andreas Esbach, je crois que ça se prononce comme ça puisque le monsieur est allemand. Il me semble qu'il est allemand, je ne sais pas pourquoi, peut-être que je dis une bêtise, mais c'est pas écrit derrière. Mais il me semble, oui. Oui, alors quand je vois le titre, il est allemand, autrichien, ou voilà, et dans ce coin-là, on va dire allemand, ça sera plus simple. Quelle claque, hein. Mais quelle claque, hein. Quelle claque quand j'avais lu ce roman, chef-d'œuvre, one shot, chef-d'œuvre, un roman avec une construction vraiment spéciale que moi j'ai adoré. Je vous dirai pas de quoi il s'agit parce que, un peu comme Red Rising et comme d'autres, hein, c'est mieux de découvrir ça, vraiment. Alors par contre, pour le coup, ça passe ou ça casse, hein. Si vous n'adhérez pas du tout à la construction proposée par l'auteur, c'est sûr que le roman ne fera pas du tout le même effet qu'à moi, où moi j'ai trouvé ça formidable. L'histoire démarre, on est sur une planète, on ne sait pas trop si c'est la Terre ou si c'est pas la Terre, découverte, et sur cette planète vivent des tisseurs, donc ils tissent des tapis, et des tapis qui sont fabriqués non pas à partir de matière ne sont pas fabriqués à partir de tissus, de mèches, de plantes ou de que sais-je. Ces tapis sont fabriqués à partir de pas du tout, de cheveux d'êtres humains, principalement d'ailleurs à partir des cheveux des femmes, mais pas que. Pardon. Et ça fait des siècles et des siècles que ces hommes sont tisseurs de père en fils. Je crois que c'est tous les 7 ans, il me semble, ou une fois par an peut-être. Il me semble, c'est pas une fois par an, je crois que c'est à peu près tous les 7 ans ou tous les 10 ans, ils ont un vaisseau de l'empereur qui vient se poser sur leur planète et ils doivent, et donc ils lui offrent le tapis fabriqué à partir des cheveux qui va être leur grande œuvre, le chef-d'œuvre de leur vie. Donc chacun des tisseurs passe sa vie à tisser ce tapis qui est donc offert, hein, à l'empereur, voilà, qui vient récupérer ces tapis. Alors je sais plus, il me semble, je me demande si c'est pas tous les 10 ans. Bref, voilà quelque chose de très étrange. On ne peut pas dire le contraire. Chef-d'œuvre, vraiment, vraiment, moi je ne peux pas vous dire plus que ça, je veux rien vous dire d'autre que ça. Pourquoi tisse-t-il des tapis? Que fait l'empereur de tous ces tapis? Normalement, apparemment, ces tapis sont donc emmenés dans le château de l'empereur pour décorer. Ça fait des siècles qu'ils font ça, nos tisseurs. C'était absolument génial. Au moment où je vous en parle, je me dis, il faudrait quand même que tu le relises. Alors pas tout de suite, je vais attendre encore un petit peu, je pense, mais c'était un roman formidable, vraiment, vraiment formidable. Tentez-le, empruntez-le, lisez-le en numérique. Alors par contre, voilà, c'est vrai que la construction, elle est vraiment particulière. Et je peux comprendre, hein, qu'il y ait des gens qui n'adhèrent pas à cette structure, hein, et qui peuvent effectivement voilà, ne pas accrocher du tout. Ça me ferait vraiment très très mal à mon petit cœur, hein. Vous savez, comme quand vous adorez un roman et que les gens le lisent et ne l'aiment pas, ça vous déchire un peu le cœur, mais bon voilà, je peux comprendre tout à fait. Pour moi, c'est un immense chef-d'œuvre et ne peux que vraiment, vraiment vous recommander de découvrir ce titre. C'est donc avec ce roman que j'adore que je vais terminer cette vidéo. J'espère que vous avez découvert certains des titres que je viens de vous présenter. Alors comme je le disais au début, hein, je lis de la science-fiction, mais ce n'est pas mon genre de prédilection. Il y a plein de romans de SF que je n'ai pas lus. Là, ce sont vraiment ceux que je préfère, que j'ai préféré lire, on va dire, depuis, on va dire 5-6 ans. Voilà, puisque j'en ai lu très peu, j'en ai lu beaucoup à l'adolescence et puis beaucoup moins après. Donc il y a des souvenirs aussi. Après, j'ai lu beaucoup de romans classiques, hein, de SF que j'ai pas forcément aimés. Voilà, je suis pas une grande fan de Philippe K. Dick par exemple, je n'ai pas beaucoup aimé Blade Runner, enfin, les androïdes reptiles de moutons électriques. J'avais lu Le Maître du Haut Château que j'avais pas beaucoup aimé non plus. J'ai lu Soleil Vert qui est un énorme classique qui m'a laissé un petit peu de marbre. Voilà, donc il y a quand même quelques classiques que j'ai lus. C'est vrai que je n'ai pas lu beaucoup d'Asimov, alors je regarde par là parce que j'ai une Hyperion qui traîne là-haut.
C'est vrai que je n'ai pas lu beaucoup d'Asimov, donc c'est un manque à ma culture et je pense que ça sera bien que je découvre. Mais bon, en tout cas, là, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, avril 2022, ce sont mes romans de science-fiction chouchou, mes préférés. Excusez-moi, décidément, j'ai un petit problème de toux ce soir. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire s'il y a certains des livres dont je viens de parler aujourd'hui que vous avez lus, que vous ayez le même avis que moi ou pas du tout. Vous avez compris que là, moi, ce ne sont que des livres que j'aime énormément. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, hein, où je vous partage très régulièrement mes avancées livresques. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!